Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau une bâtisseuse hors norme. C'est l'une des rares femmes du continent, détentrice d'une licence et propriétaire d'une compagnie minière. Tigidanké Mounir Camara est la présidente et fondatrice de Tigui Mining Group, créée en 2009 et mère de 2 enfants. Née et élevée à Conakry en Guinée, Tigui fait ses études primaires et secondaires en Guinée avant de poursuivre ses études de management au Maroc. Après ses études, elle se consacre au mannequinat et à la vente en ligne de produits naturels africains aux États-Unis avant de se lancer dans les mines. Elle investit également dans l'agriculture. Classée parmi les 100 entrepreneurs les plus influents en 2019 et les 50 femmes d'affaires les plus influentes du continent africain, elle se veut une entrepreneure sociale. Suivons dans un instant le parcours d'une figure emblématique du leadership féminin en Afrique. Et voici donc notre star du jour. Je vais vous demander de faire le tour avant de vous installer. Ouais. Avec la posture de mannequin. En fait, c'était pour apprécier votre démarche de mannequin. Elle m'a provoqué. Elle m'a provoqué. N'est-ce pas qu'il y a de bons restes? Ah, d'accord. N'est-ce pas? Alors, comme ça? Bon. Des classes. N'est-ce pas? D'accord. Le professeur maintenant, mesdames et messieurs. D'accord. Tigidanké. Bravo. Et voilà. Merci. Si elle décidait de rester dans le domaine du mannequinat, eh bien, personne ne lui en voudrait. Mais elle a décidé d'opter pour les mines. Merci. Et elle est devenue aujourd'hui une véritable mine d'or, n'est-ce pas? Oui, On est j'essaie. content de vous recevoir sur notre plateau Tigidanké. On aura de plus amples informations sur votre parcours et sur votre palmarès. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Camara Tigidanké. Les mines ont fait de moi une figure emblématique du leadership féminin en Afrique. Eh bien, elle ne s'auto-proclame pas leadership. Les chiffres sont là. Mesdames et messieurs, depuis 2015, elle est ambassadrice mondiale au sein des Nations Unies à travers le programme WED, bien sûr, au compte de la Guinée. En 2016, elle est classée parmi les 100 femmes les plus influentes au monde dans le domaine de l'entrepreneuriat. Elle est aussi classée parmi les 100 personnalités qui transforment l'Afrique en 2019 par le magazine Financial Afrique, catégorie prix de l'inclusion financière. Et je préfère m'arrêter là. Nous aurons la latitude de revenir sur certains détails. Bienvenue à vous, Camara Tigidanké. Merci Caroline. On Merci parle à de tout le secteur... pardon? Je dis merci de m'avoir sur votre plateau. Merci à tout le monde. J'espère qu'aujourd'hui, on pourra avoir de nouveaux leaders. Bien évidemment, grâce à vous. Ah, on verra bien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un thème utilisé à tort ou à raison, le leadership. Vous, quelle est votre définition? Quel sens accordez-vous au leadership? Pour moi, le leadership, c'est quand on a la possibilité de sortir aux autres ce qu'il y a de meilleur en eux. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui s'autoproclame, ce n'est pas quelqu'un qui est au devant. Un leader, c'est quelqu'un qui aide les autres à être au devant. Un leader, ce n'est pas le moi qui compte, c'est le nous. Donc pour moi, c'est ça le leadership. Donc dans mes activités, si je peux poser des actes positifs tous les jours et qu'il y a une personne qui est assise, je ne sais pas, quelque part au bout du monde et que cette personne puisse s'identifier à mes actions, je pense que dans ce cas, j'ai pu atteindre mon objectif de ressortir aux autres ce qu'ils ont de mieux et de les pousser à l'action, à être meilleurs et à être suivis aussi, je pense. C'est très bien. On espère que ça marche tous les jours. Hein. Bon, d'abord, un leader... Si on devait quand même l'estimer à un pourcentage, ce serait lequel?
Non. cette façon de fonctionner? D'abord, le leader ne calcule pas. D'accord. Le leader n'est pas après des chiffres ou des pourcentages. C'est une décision qu'on prend tous les jours de poser des actes qui sont positifs. Donc d'abord, un leader, bon, le leader ne se fait pas appeler soi-même leader. Parce que tout ce que je sais, moi, chaque matin, quand je me réveille, c'est que j'ai des ambitions, j'ai des objectifs. Avant d'être d'abord leader pour les autres, je dois d'abord être un bon exemple pour ma famille, pour mes enfants, pour moi-même. Parce que dès qu'on commence à vivre pour les autres, on ne va plus fonctionner. Donc déjà, chacun d'entre nous a des objectifs que l'on veut atteindre tous les jours. Voilà. Alors, on sait que le domaine des mines est un domaine qui a été longtemps privilégié et surtout prisé par les hommes. Est-ce que vous pensez que les choses sont en train de changer? Mais oui, les choses ont changé il y a très très longtemps. Et comme j'aime bien le dire, pour moi, il n'y a pas de domaine spécifique pour les hommes ou pour les femmes. Ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous voulez faire de votre vie. Chacun d'entre nous a des ambitions. Je vois des jeunes là-bas, dans l'audience. Vous allez à l'école. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Quand vous grandirez, qu'est-ce que vous voudrez poser comme action pour votre pays, pour votre continent? Donc, déjà, en fonction de ça, il faut s'armer de l'éducation. Parce que sans l'éducation, on ne peut pas atteindre certains objectifs. D'accord? Et pour revenir à la question, est-ce que vous avez constaté des changements notoires au niveau du secteur? Depuis que j'ai commencé le secteur minier, et ça c'était depuis 2008-2009, il y a beaucoup de plateformes qui sont dédiées aux femmes, à savoir même ici en Côte d'Ivoire, on a Fémici, qui est gérée par Christine Lobo, et qui est aussi l'une des directrices je pense, des chambres des mines. Donc je fais partie déjà de ce programme. Je suis aussi membre de Women in Mining International et je suis cofondatrice de Women in Mining Guinée. Donc ça, ce sont des plateformes qui permettent aux femmes du secteur minier à pouvoir venir s'entretenir, discuter des problèmes que nous avons. Ces plateformes nous aident à faire des levées de fonds. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas le fait d'être dans le secteur minier, mais est-ce qu'on a des femmes propriétaires de sociétés minières? C'est ce qui fait de moi d'ailleurs la seule femme propriétaire de sociétés minières en Afrique de l'Ouest. En Afrique du Sud, il y en a plein. Merci. En Afrique du Sud, on a un nombre assez élevé. Mais donc, pour qu'on puisse vraiment changer les donnes, il faut que nous ayons des femmes propriétaires de sociétés minières et non seulement des femmes qui occupent des postes à haut niveau. Parce que qui met les règles? Ce sont les hommes qui sont propriétaires. C'est cela. Donc, pour que nous puissions aussi aider, donc il faut qu'on soit plus dans le sens, qu'on vienne dans le secteur minier, dans le sens de l'entrepreneuriat. Donc, il faut, c'est ce que les Américains diraient, you need to get the gut, you know, to go forward for what you want. Donc, allez pour ce que vous voulez, armez-vous de la foi, de la passion, du professionnalisme et éduquez-vous surtout. Et il n'y a pas de limite. Alors, nos limites. Alors, ce que je voudrais dire, je vous ai fait défiler lorsque vous êtes arrivé. J'ai aussi défilé, je me suis donc prêtée au jeu, juste parce que le mannequinat était votre domaine de prédilection. Oui. Alors, comment est-ce que vous êtes passé du mannequinat à l'extraction minière? Ben voilà, d'accord. Pour la petite histoire, d'abord, j'ai commencé à faire le mannequinat en Guinée entre 12 et 14 ans. Et j'ai poursuivi cela au Maroc. Et en 1996, je suis partie aux États-Unis où j'ai poursuivi le mannequinat de manière plus professionnelle. Et en général, en Afrique de l'Ouest, après mes aînés Katusha et autres, dans le pays anglophone, je suis celle qui aussi a mis sur la carte mon pays, la Guinée. Donc, ça a toujours été une passion pour moi. Donc, quand on fait le mannequinat, on touche presque à tous les secteurs. Voilà, même plus petit, à savoir la brosse à dents. Il faut les mannequins pour pouvoir montrer tout ceci. Donc, le mannequinat touche en fait tous les aspects de la vie. Et dans ce même volet, donc, je faisais aussi du mannequinat pour les bijoutiers. Et j'avais aussi pas mal d'amis qui avaient aussi des entreprises, mais qui n'étaient pas des Africains et qui se faisaient beaucoup, beaucoup d'argent. Mais la question que je me posais, est-ce qu'ils avaient un retour économique, un impact social sur le pays? Venant de l'Afrique, je sais que
Nous sommes un continent qui est très très riche, mais le niveau de pauvreté est très très élevé. Donc je me posais pas mal de questions et en 2008, l'Internet n'était pas aussi évolué que maintenant. Je ne voyais pas une grande visibilité de l'impact ou de la participation féminine, de la gente féminine. Et donc, venant aussi d'une famille politique, je connais aussi l'enjeu des ressources minières pour le continent, pour le pays. Étant donné que mon pays est renommé pour être, je sais pas, une forme de scandale géologique. Donc, j'ai dit, ben d'accord, si eux, ils peuvent le faire, pourquoi pas moi? N'est-ce pas? Pourquoi pas les Africains? Très belle question. Voilà, c'est une question qu'il faut tout le temps se poser. Exactement. Donc, si d'autres personnes arrivent à réussir ou à atteindre un certain niveau, nous sommes faits de chair et de sang aussi. Oui. Donc, nous pouvons. Nous pouvons, et surtout que l'Afrique ne peut pas se développer sans les Africains. Alors, je suis très, très contente qu'il y a une forme de trend depuis quelques années où les gouvernements, l'Union africaine, les institutions mettent un peu plus d'accent sur l'inclusion, la participation des Africains dans le développement de l'Afrique. Oui, Philo. Voilà, je suis un membre de l'Afro Champions et les Afro Champions, c'est un groupement qui est mis en place. À la tête, on a M. Dangote, M. Obasanjo, moi et M. Edem et pas mal d'autres groupes. Et nous soutenons tout le programme de libre-échange qui a été signé par l'Union africaine pour enfin pousser l'Afrique à se développer à travers l'Afrique et ses enfants. Avec beaucoup d'attention, ouais, avec beaucoup d'attention, c'est impressionnant, mais je ne comprends pas quelque chose, c'est que tout à l'heure vous avez dit que une leadership ne doit pas s'appeler leadership. Peut-être quelque part, leader. Un leader ne doit pas se faire appeler leader. Donc quelque part, mais en même temps vous faites appeler leader, parce que vous dites que vous êtes la première femme propriétaire de société minière en Afrique. De l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, oui. Oui, la seule en Guinée. Voilà. Oui. Mais en même temps, vous êtes leader. C'est un constat. Et voilà, c'est la réalité en fait. Mais quand elle a dit ça, les gens ont applaudi. Non, elle a dit, elle a dit qu'elle ne peut pas dire d'elle qu'elle est leader. Ouais. C'est donc les autres qui peuvent dire d'elle qu'elle est leader. D'accord. En fonction des pas tous les autres d'ailleurs. Voilà la solidarité féminine. Merci. Pas que ça. Mais docteur Philo, moi, je ne sais pas pour le doyen, le doyen Cassie, pardon, je suis habituée à le voir pendant que je suis là. Alors, moi, je m'attendais à ce qu'elle vienne avec des bijoux, bling bling, parce qu'on parle, elle est dans le domaine du diamant et de l'or. Mais c'est une femme qui arrive sans fioriture, non make-up, toute simple, juste une montre pour voir l'heure, calculer son temps et être... je vais dire, pertinente, ponctuelle dans ce qu'elle fait, et efficace aussi, n'est-ce pas? Y a-t-il une raison à cela? Bon, d'abord, je suis un peu du genre garçon manqué. Donc, pour ceux qui connaissent le type de garçon manqué, on aime être naturel, on se lève le matin, c'est plutôt l'action, on veut aller droit au but, on ne veut pas passer... Bon, mes sœurs qui on passent... peut être féminine jusqu'au bout des ongles, mais quand même être très active. Hein. Oui. Ça arrive aussi. Hein. Oui. Et je défends mes intérêts. On peut bien être aussi dans... On peut être dans le secteur dans lequel je suis et être très, très féminine. Bon, juste, c'est ma personnalité. Moi, je suis du genre... j'aime aller droit au but. Donc, le matin, si j'ai pris une bonne douche et que mes ongles sont propres, déjà... Je travaille avec la terre, l'agriculture, les mines. Donc, vous imaginez, avec des ongles, c'est pas possible. Donc, j'aime être pratique. Donc, voilà. Et le maquillage, c'est pas quelque chose pour moi qui... Les années de mannequinat, depuis l'âge de 12 ans, 14 ans. Donc, le maquillage, j'en ai eu beaucoup. Donc, il faut que je laisse ma peau respirer. Il faut être moi-même. Donc, c'est une forme... pour moi de dire que je suis assez à l'aise avec qui je suis et que c'est pas le maquillage comme on le dit chez nous, c'est ceux qui n'ont rien, qui font beaucoup de bruit. C'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Vous avez vu le sketch tout à l'heure? Une telle entreprise, il a dit entretien rien, embauche avec A. Et il en a eu pour son compte. Je ne voulais même pas travailler dans son entreprise. Voilà. Moi aussi, je voulais vous avez grandi dans les strass, dans les paillettes, dans le glam, parce que vous étiez mannequin et tout. Mais comment on intègre, comment une femme comme vous
intègre un milieu mené de main de fer par des hommes. Comment vous vous y habituez? Comment vous vous faites respecter? Comment vous vous imposez? Très facile. Ils ont vu que j'ai de l'ambition et que je suis vraiment passionnée par ce que je veux faire. Et les hommes, il y a une caractéristique qui vous définit. Vous allez toujours au point. C'est-à-dire quand vous vous regroupez, vous parlez de ce que vous devez faire, okay, vous vous entraidez. Donc ce n'est pas parce que je suis une femme et j'ai signalé quelque chose qui disait que j'ai un peu un caractère qui est un peu garçon manqué. Donc je me sens totalement à l'aise au milieu des hommes. Ben, voilà, c'est-à-dire c'est juste la forme physique, mais mentalement, j'agis, je réfléchis comme eux. Donc ils sont totalement à l'aise autour de moi aussi. Et je viens vers eux, je leur pose des questions. Je suis intéressée par ce secteur. Eux, ils ont déjà assez d'avance. C'est la phase d'apprentissage, c'est ça? Voilà. Donc, c'est que peu importe combien de fois on me claque la porte, je reviens encore. Je tape et je vous demande, voilà, la dernière fois que je vous ai vu, vous m'avez dit qu'il fallait améliorer tel et tel, tel. C'est-à-dire, je ne lâche pas prise. Il faut toujours continuer à évoluer, à s'auto-éduquer. Et de prendre les critiques de manière positive et non négative. Parce que c'est seulement comme cela qu'on peut évoluer, qu'on peut se surpasser. Donc, toutes les fois qu'on me disait « non, tu ne pouvais pas », mais ça, c'est plutôt, ça voulait dire « oui, je peux ». Parce que ce n'est pas à toi de me dire ce que je peux et ce que je ne peux pas. Cette décision m'appartient. Donc, qu'est-ce que je ferais? J'ai écouté très très bien les consignes, les conseils, et je reviens vers toi encore pour dire « voilà ». La dernière fois, c'était ça et ça, et maintenant, c'est quoi? C'est comment? Voilà, c'est comment. Alors, on me connaît. Quand je te choisis, il vaut mieux te laisser parce que je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas tant que je n'aurai pas ce que je veux. Donc, la persévérance dans tout ce que vous faites. C'est vraiment déterminant. Oui. C'est déterminant dans la réussite. Nous sommes en compagnie de Madame Tigui Danké Camara. Eh bien, elle est aujourd'hui l'une des femmes les plus influentes d'Afrique grâce à son travail remarquable dans le secteur minier. Juste avant la pub, Paulus avait manifesté le désir de nous communiquer, de nous transmettre les réactions du public et des téléspectateurs. C'est parti. Alors, Caroline, il faut dire que notre invité suscite l'admiration de nos différents internautes et téléspectateurs. On a pu recevoir le message de Rodney Azago de la France qui voudrait, par exemple, entrer en contact avec notre invité. Et à présent, sur la page Facebook, nous avons Chaumarcil qui dit, à travers son témoignage, on comprend qu'il est effectivement bien plus difficile d'être un leader que d'être un chef. Juste en dessous, on a Jelika Sanogo, épouse Koné, qui dit « Quand je la vois, je suis fier. Nos femmes, nous sommes tellement critiquées dans ce domaine. Il y a certaines personnes qui nous découragent, comme quoi il faut changer de domaine, ce n'est pas un lieu pour femmes. » Alors c'est vrai que notre invité a parlé de persévérance et de passion, mais on sait tous que les débuts dans quelque chose sont assez compliqués. À quelles difficultés a-t-elle été confrontée? Merci beaucoup, Paulus Agathon. La difficulté? Ah ben ça finit pas. C'est le quotidien de tout le monde. Hein. Ça n'a pas besoin d'être le secteur minier. C'est dans tout ce que nous faisons. Même étant des étudiants, on a des difficultés, n'est-ce pas, à l'école. Voilà. Donc les difficultés auxquelles j'ai eu à faire face, d'abord, j'ai passé une grande partie de mon temps dans le secteur de la mode. Et après, je me suis reconvertie dans le secteur minier, donc il fallait apprendre. Donc il fallait que je prenne le temps nécessaire pour comprendre. Ça vous a pris combien de temps? Ben, même maintenant, j'apprends. On ne peut jamais finir d'apprendre. Donc, parce que chaque jour, il y a un challenge. Il y a des obstacles qu'il faut surmonter. Et pour les surmonter, donc, il faut avoir les bons conseils. Il faut aller aussi à la recherche de solutions. Il faut, dans mon domaine, il faut être très, très stratégique. Et sans dire qu'il faut les fonds. Et ça, c'est le plus grand problème dans le secteur minier. Exactement. Et aussi même pour l'entrepreneuriat en général. Et sans dire que les femmes en général, que ce soit les femmes africaines, que ce soit les femmes du monde en général, on a toujours tendance à vouloir nous laisser plutôt dans des boulots qui sont un peu plus soft, parce qu'on veut qu'on ait plus de temps pour les enfants et ainsi de suite. Donc, étant une maman, parce que j'ai des jumeaux qui ont 18 ans et demi, étant une maman, voilà, c'était d'abord très difficile de réconcilier et le secteur, enfin le travail
de femme d'affaires et être en même temps une épouse et une maman. Donc, comment est-ce que mettre tout cela sans pour autant léser l'un et l'autre? Donc, il fallait trouver une balance. Et aussi, étant vécu à l'extérieur, enfin, j'ai passé pas mal de temps à l'extérieur, donc la diaspora, à revenir au bercail, c'est pas aussi facile. C'est comme si on devait tout reprendre. Voilà, et spécialement pour moi, je viens d'un système anglophone. Alors, revenir dans un système francophone. Le timing, le speed est différent et aussi les méthodes de travail sont aussi, c'est pas la même chose. Donc, toutes ces choses étaient les difficultés pour moi. Oui, et parmi les difficultés, il y a que, c'est vrai que le secteur, il est très rentable, mais en même temps très, très sensible. Donc, beaucoup de restrictions au niveau des États. Et vous, comment ça a été? Est-ce que ça a été facile pour vous d'obtenir des agréments pour avoir une société dans le secteur minier? D'accord. Je dirais oui, non. Parce que si on suit les règles qui ont été établies par les gouvernements et que vous rentrez dans ces règles, donc c'est facile pour vous. Vous pouvez nous en citer quelques-unes, s'il vous plaît? Bon, par exemple, d'abord, si vous-même, vous n'avez pas d'expérience, ce qui était d'abord au début mon cas, il fallait que je m'associe à des personnes qui avaient cette expérience. Voilà. Et deuxièmement, il faut des fonds financiers. Tout à fait. Voilà. Et troisièmement, par exemple, dans le cas de... Vous avez reçu de l'aide à ce niveau? C'est-à-dire financier? De l'aide financière? Bon, au début, non, parce que comme je vous ai dit, j'ai passé pas mal de temps étant mannequin. D'accord. Et en fait, moi, j'ai commencé à faire les mines vraiment à l'âge de 22 ans. Donc, je faisais les mines de manière artisanale, que beaucoup de femmes se reconnaîtront, vont se reconnaître dans ça. Donc, j'ai pu mettre de côté assez de fonds avec ma carrière aussi de mannequin pour pouvoir débuter mes entreprises. Mais comme en généralité, même pour les hommes, c'est difficile de faire des levées de fonds. Donc, une fois j'ai essayé avec le système bancaire et que ça ne marchait pas, j'ai essayé de faire le système qui marche un peu plus en Afrique. Et ici, chez nous, en Guinée, on appelle ça le sous-sous. Et ici, le système des tontines, là? Des tontines. Mais à la différence qu'au lieu d'avoir un groupement de personnes, moi, je l'ai fait toute seule. C'est-à-dire que chaque année, je me donnais un objectif, un budget que je vote pour mes différentes activités. Et j'essaye de faire le plus dans cela. L'avantage, c'est que je n'ai pas de dette. Je n'ai pas de banquier qui viennent me fatiguer tous les jours, il faut rendre compte les pourcentages et tout ce qui s'ensuit. Mais quand même, c'est un grand challenge aussi, parce que si vous vous lancez dans vos activités et que ça ne marche pas, bah, vous perdez des fonds. Et le seul moyen encore de les gagner, c'est seulement quand vous réussissez. Donc, ceux qui travaillent avec moi ici, il y en a même dans l'audience ici, ils savent que je suis très, très stricte dans ce sens. D'accord. Oui. Et je veux dire que c'est un secteur aussi qui est à la base de certains problèmes environnementaux et des problèmes de santé. Déjà, avec vos collaborateurs, vos employés, comment est-ce que vous arrivez à garantir leur sécurité au niveau de la santé? Bon, d'accord. Il faut comprendre d'abord que le secteur minier a différentes étapes. Donc, il y a les phases de prospection, de recherche, il y a la phase d'exploration plutôt, et la phase d'exploitation. C'est ce que vous voyez, c'est quand maintenant on met en place les usines et ainsi de suite. Moi, je suis encore entre la première et la deuxième phase. Parce que vu que je m'autofinance, donc j'ai choisi plutôt de m'accentuer plus dans l'acquisition des licences. Donc ça veut dire que je repère des zones qui sont très propices, je fais mes prospections et je prends les licences. Donc, ce n'est pas au même niveau comme si tu avais l'exploitation en soi où le niveau sécuritaire est aussi élevé. Pour nous, c'est plutôt, on doit avoir les helmets, les casques, nos bottes et avoir des kits comment on dit ça, de santé, sanitaire. Et voilà, on est sur le terrain. Le témoignage est tellement enrichissant qu'on a même